Salut, je m'appelle Clara Lagacé, je suis responsable de la programmation du Salon du livre de l'Outaouais et je vous parle ici en remplacement pour Mélanie Rivet, directrice générale, qui vous salue aussi. Je suis accompagnée de notre président, du président du conseil d'administration du SLO, Kalula Kalambay. Salut Kalula. Salut Clara. On est vraiment content de participer à l'initiative Lire en cœur de l'Association des libraires du Québec, un rendez-vous quotidien tous les jours à 15 heures sur leur page Facebook. Un beau rendez-vous pour parler de livres, ce qui n'est pas très difficile pour Kalula et moi. On peut en parler pendant longtemps. Mais là, on a été contraints à choisir 5 livres chacun qu'on va vous présenter sous peu. Je vais juste d'ailleurs juste en profiter un petit peu pour vous inviter à suivre les activités du Salon du livre de l'Outaouais. La 42e édition se déroulera la semaine prochaine, du 25 au 28 février, en ligne sur Facebook et sur notre site web. Mais maintenant, Kalula, à toi. Première suggestion. Merci Clara, c'est très gentil. J'en profite également pour vous inviter à célébrer avec nous le mois de l'histoire du noir. Comme vous le savez, le mois de février consacré à l'histoire du noir. Mon premier titre que je vous recommanderai est Le Déserteur. Le Déserteur de Paul Almond. Et je vais juste vous donner quelques mots sur Paul Almond. On dit que il s'est avant tout fait connaître pour ses productions cinématographiques et télévisuelles qui ont contribué à l'émergence d'un cinéma d'auteur canadien. Ce livre m'a beaucoup plu. Il m'a plu parce que l'auteur nous amène dans les moments difficiles du choix de partir. Donc, quitter son pays pour aller s'installer ailleurs, pour aller affronter l'inconnu. Et pour ce faire, je vais vous lire juste un petit passage pour vous donner les conditions de la traversée, mais aussi surtout la force mentale qui animait ces pionniers. La marine britannique s'est donné beaucoup de peine pour arrêter les déserteurs, car il y en avait fort peu de volontaires. Thomas le savait. Presque tous les pauvres diables constituant l'équipage avaient été capturés dans les villages et forcés d'entrer en service. D'autres étaient des criminels préférant l'inconnu d'une vie à bord à la saleté des prisons, même si la sécurité et la salubrité des navires laissaient parfois à désirer. Toutes les quinzaines, l'équipage perdait un de ses membres des suites d'un accident ou d'une maladie. Lors de son unique voyage du nord de l'Angleterre jusqu'à Portsmouth, Thomas avait connu les périls de la vie à Londres. Un voleur affamé pouvait s'y voir emprisonné, voire pendu, simplement pour avoir volé de quoi nourrir sa pauvre famille. Il gardait également un vif souvenir d'une flagellation que Wicket avait ordonnée au large de la Finlande. Un déserteur avait été attrapé dans le bois après avoir sauté du navire. Exactement ce que Thomas songeait à faire en ce moment. Le matelot en question, un campagnard d'un village du Devon, qui avait été forcé d'embarquer, avait sauté du navire et nagé jusqu'à la rive pendant la nuit. Là, sans moyen de survie, il avait fini par se rendre. Dans la marine britannique, la punition en usage pour la désertion était de 1000 coups de fouet, 100 sur chacun des navires de la flotte. Ramené sur le Bellérophon, pour la 3e centaine de coups, le pauvre diable était déjà à moitié mort. Wicket l'avait alors fait asperger d'eau glacée pour le garder conscient. Peu après le début de cette 3e flagellation, le Seigneur l'avait rappelé à lui. Mais les bourreaux avaient continué de le flageller et avaient ensuite transporté la dépouille sanguinolente sur les autres bateaux pour achever la punition, établissant ainsi un exemple inoubliable. Paradoxalement, cette scène avait endurci Thomas dans sa résolution. Il allait s'enfuir, mais pas avant d'avoir atteint le nouveau monde. Donc, l'auteur, avec des mots très bien choisis, nous fait rentrer dans la psychologie de ceux qui partent, leur détermination et qui sont prêts à affronter le péril, même s'il doit leur coûter la vie. Un très, très bon livre que je vous recommanderais pour saisir l'âme des pionniers, saisir l'âme de ceux qui vont ailleurs chercher le bien-être pour leur famille et pour eux-mêmes.
Merci. C'est tellement agréable de se faire lire un bout d'histoire aussi. Ça prend peu de temps pour se retrouver ailleurs. Moi, mon premier choix, c'est aussi à la base un récit d'immigration dans un autre ton. C'est le recueil de nouvelles Les Follets par Annie-Claude Thériault. Annie-Claude Thériault qui est originaire de l'Outaouais, de Gatineau, et qui a pour ce livre-ci gagné le prix littéraire Jacques Poirier, qui est remis chaque année au Salon du livre de l'Outaouais. Donc, Les Follets, c'est des nouvelles. Ça présente 5 portraits de femmes de la même famille. On les suit de l'Irlande des années 1850 jusqu'à Miscou au Nouveau-Brunswick aujourd'hui. Donc, on traverse l'Atlantique avec elle ou pas. On se retrouve dans les villages du Nouveau-Brunswick et avec les femmes qui composent les différents récits, on affronte les violences du quotidien qui incombent souvent à la vie des femmes. Puis on apprend que l'amitié et l'amour peut nous aider à traverser ces existences. C'est superbement écrit. Ça se lit d'une traite. Si on lit ensemble, les nouvelles se font écho. On peut aussi lire une nouvelle séparément. Donc, je vous le recommande chaleureusement. À toi, Khalouda. Merci. Mon deuxième titre, c'est La voix de l'exil. Murmures et confidences d'un Africain canadien. Et c'est écrit par Majambou Mbikai, qui est un chercheur et qui est arrivé ici au Canada dans les années 70 pour poursuivre ses études postdoctorales. Et dans ce roman épistolaire, il partage un débat entre lui qui est ici et la personne qui est restée au pays. 10 ans après avoir été au Canada, ici il s'agit de l'histoire d'un immigré politique, alors il y a une fissure, il y a un choix à prendre. Et c'est sa femme qui aborde ce débat. Elle en a marre d'attendre. C'est l'histoire de vivre sur deux mondes, être ici et vivre là-bas. Alors, il faut trancher à un moment donné. Et la femme donne le ton et prend le débat à corps. Elle s'appelle Bitota, la femme. Alors, elle dit à son mari qui s'appelle Ntumba, Ntumba, ne crois-tu pas qu'il serait temps pour nous d'adopter la nationalité canadienne? Voilà plus de 4 ans que nous sommes devenus des résidents permanents. Nous ne devions pas garder indéfiniment un tel statut. Je pense que ce statut est un obstacle dans ta recherche d'un poste à la mesure de tes qualifications. Il laisse l'impression que tu refuses tout engagement permanent envers ce pays, que tu es un passant. Cela fait plus de 13 ans que nous sommes ici. Nous vivons les yeux tournés vers le Zaïre, devenu Congo depuis. Je pense qu'il est temps que nous fassions de ce pays notre pays, que nous élevions nos enfants pour y vivre en permanence. La petite Kabedi est une Canadienne de naissance. Itaba l'est de fait, mais pas de droit. Cette situation doit changer. Le temps passe. Nous ne devons plus vivre dans le passé. Avec ou sans toi, je demanderai la citoyenneté canadienne pour Ibata et moi-même. Je souhaite vivement que nous fassions la démarche ensemble. Pendant que ma femme parlait, j'avais la tête basculée à l'arrière. J'examinais le plafond, m'émassant le gosier de mes doigts. Bitota s'arrêta de parler, me regarda comme pour tenter de comprendre le sens de mon exercice insolite. Elle reprit d'une voix énervée. Ntumba, je pose là un problème sérieux et j'attends que tu me répondes. Kabedi, épeuré, s'approcha discrètement de sa mère et monta sur ses genoux sans me quitter des yeux. Je ramenai les miens du plafond et les tournai vers mon fils. Et toi, Itaba, que penses-tu de tout ça? Itaba haussa les épaules. C'est à toi que j'ai posé les questions. C'est à toi que j'ai posé le problème, pas à l'enfant, protesta Bitota avec véhémence. Il est plus concerné que moi-même, coupai-je.
Qu'en penses-tu, Itaba, de cette affaire des nationalités? Je ne sais pas, balbutia les garçons. Tu veux dire que tu ne sais pas ce que tu veux? Le temps de l'examen d'identité était sonné pour mon fils. Le temps de rendre compte de ces leçons que je lui avais données durant les 10 dernières années et qu'il avait systématiquement négligées. Évitant de soutenir mon regard, il me jeta de petits coups d'œil furtifs, méfiants et craintifs. Je suppose que je suis un Canadien et un Zaïrois. Je n'ai pas vécu longtemps au Zaïre. Je pense que je suis plus Canadien que Zaïrois. Et tu as parfaitement raison, papa, intervient Bitota en tirant le garçon vers elle. Puis se tournant vers moi, elle continua sur un ton mi-enragé, mi-plaintif. Tu nous as tirés de chez nous pour nous amener dans ce pays à cause de tes activités politiques. Tu nous as fait abandonner nos parents. Tu nous as fait traverser les océans. Pendant 13 ans, nous sommes coupés du Zaïre. Et tu nous demandes de vivre et de penser que si nous rentrions demain. Non, Toumba, tu n'as pas le droit d'exiger cela de moi ou de tes enfants. Nous rentrons tout de suite ou nous restons. Si nous restons, ça sera comme Canadiens. Voilà le débat permanent qui se passe dans les foyers de ceux qui viennent, surtout avec l'espoir de partir. Les gens viennent parfois temporairement. Ils croient que ils vont rentrer le lendemain. Et puis le temps passe, les enfants grandissent et ils restent dans des ghettos culturels. Un très, très bon livre psychosocial qui vous permet de faire ce voyage des migrants volontaires parfois, mais qui arrive à un moment donné où ils doivent prendre la décision déchirante de prendre une nationalité, de vivre un pays qui, au départ, ne devait être que temporaire. Il doit l'intérioriser, il doit en faire le leur. Et pendant ce parcours du débat, parfois l'interaction avec les autres n'est pas très claire. On n'arrive pas à décoder qu'est-ce qui se passe dans ces personnes. Alors parfois, on regarde avec des regards durs, difficiles, et les gens, eux, ils sont en train de vivre l'enfer des choix difficiles. Très, très bon livre que je vous recommande. Il a été publié en auto-édition et que vous pouvez contacter l'auteur pour l'avoir, mais je vous le recommande. Il est écrit avec beaucoup d'humour, une écriture légère, beaucoup de générosité pour vous amener dans ce drame psychosocial. La voix de l'exil de Majambou. À toi. Ben, en tout cas, ta copie elle a l'air pas mal bien feuilletée. Donc, je crois bien que... Elle a servi. Oui, merci pour ça. Moi, ma première suggestion, c'était Annie-Claude Thériault dont le recueil de nouvelles se passe majoritairement au Nouveau-Brunswick. Et j'ai décidé de poursuivre en Acadie pour ma deuxième prescription littéraire avec ce recueil de poèmes, je ne sais pas si vous voyez, qui s'appelle Prudent, de Georgette Leblanc. Georgette Leblanc, qui est une poétesse acadienne, mais de la Nouvelle-Écosse, donc de la baie Sainte-Marie. Une poétesse qui a gagné comme 1 million de prix. Je ne vous en ferai pas la liste, mais ils sont tous très mérités. Elle a écrit Alma Amédée et Prudent par la suite. Prudent, c'est l'histoire, parce que c'est ça, c'est de la poésie, mais c'est de la poésie narrative, parce que même si c'est écrit en vers, on suit vraiment une histoire. C'est l'histoire des 232 déportés acadiens qui ont été mis de force sur le navire Pembroke. On est en 1755, au moment du Grand Dérangement. Donc, c'est l'histoire de ces déportés-là qui se retrouvent sur le bateau, racontée du point de vue de Prudent, donc d'où le titre, Prudent qui, avec les autres, organise une mutinerie, qui organise donc la révolte contre les colons qui cherchent à les déplacer pour les envoyer plus loin. En Louisiane, qui cherchent à les arracher à leur terre, en fait, à leur maison, à leur foyer, à leur famille. C'est pas une histoire facile, évidemment, mais je trouve ça important de l'acte de mémoire que Georgette Leblanc fait dans ce recueil-là, puis qu'elle nous présente aussi le moment du Grand Dérangement en accent sur un moment de révolte des Acadiens qui ont résisté, dans le fond,
à tout ce qui se passait là. C'est écrit dans un français acadien de la Baie-Sainte-Marie, donc on est peut-être un peu moins habitué à lire ce français-là aussi, mais ça fait partie de l'expérience immersive de la lecture de ce recueil qui, je finirais en disant, qu'il s'apparente un peu à presque un conte dans le ton aussi. On se laisse vraiment complètement envoûter par la voix poétique de Georgette Leblanc et si ça vous tente, vous pourriez vous laisser envoûter aussi par la voix de Georgette Leblanc durant une activité au salon, durant le super quiz pan-canadien qui aura lieu le samedi soir et auquel vous pourriez participer pour répondre à des questions, gagner des prix et entendre des lectures surprises. Et là, bien, surprise, une des lectures, c'est de Georgette Leblanc. À toi, Kalula. Merci, merci. En tout cas, là, tu m'as mis l'eau à la bouche. Je vais aller voir ce livre-là, surtout découvrir ce style littéraire qui est de raconter avec la poésie. Vous savez que c'est ma fibre intime, oui, la poésie. Mon troisième titre, c'est un auteur que vous connaissez très bien, Michel Jean. Je ne vous le présente pas. Mais je vais plutôt partager avec vous l'émotion que ce livre, Le vent en parle encore, a soulevé à moi, dans la mesure où le choix de mes livres a été fait de manière réfléchie. J'ai essayé de regarder la dynamique entre les univers multiples. Donc, on regarde différents univers qui constituent le Canada, qui constituent donc c'est ce rêve de vivre ensemble, de mieux vivre ensemble. À ce moment, c'est ainsi que je suis donc allé regarder un peu les sentiments, les émotions. Et alors, dans ce livre ici, je dois avouer que c'est poignant. C'est un livre très poignant. Il s'agit d'une révolte silencieuse, assumée, mais qui consume de l'intérieur. Marie, qui est le symbole de cette révolte silencieuse, et elle va vivre à l'intérieur la flamme de l'enfer qui la consume dans cette interaction avec l'autre, avec l'Occident. C'est également la description d'un système cynique des dominations de l'autre, mais que l'auteur nous décrit à travers la victime du système, qui est cette dame qui a accepté de brûler de l'intérieur une forme de résistance pleine de noblesse, qui m'a bouleversé, qui m'a... Mais l'auteur, par un jeu subtil de mots, avec beaucoup de délicatesse, nous amène dans ce drame par petits bouts, en petits bouts. Il nous fait passer la pilule comme un peu la façon dont on nourrit le bébé, par petites doses mesurées, écrit avec beaucoup de générosité, beaucoup de tendresse. Ce livre ne vous laisse pas indifférent, mais il vous amène à une réflexion plus importante de comment les univers interagissent, comment le système fonctionne de manière subtile avec des arguments justifiés, mais sans regarder les dégâts que ça fait de l'autre côté. Une résistance, une révolte silencieuse. Très, très, très intéressant, très passionnant. Je sais que d'abord, cet auteur est très bien connu. Et je sais que sûrement les gens ont déjà lu son livre, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous le recommanderais, que ce soit dans le style, la façon généreuse qu'a l'auteur de nous amener tendrement vers le drame. Il dépouille le drame d'entrée en matière, mais on y va à petits bouts, et à la fin du livre, on saisit tout ce que vit l'autre en présence. Et à ce moment-là, quand on est en présence de ceux qui ont subi ce drame, on ne juge pas ce qu'on voit, mais on fait le voyage dans le temps avec eux pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé est très dur.
Je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. En tout cas, c'est un de mes choix. À toi, Clara. Kalula, le prochain, je l'ai choisi en pensant à toi. Je ne sais pas si tu le connais. Ça s'appelle, mais évidemment, je le recommande à tout le monde, pas juste à Kalula. Mais Ouais. ça s'appelle Soigner, aimer de Vanessa Yundi. Je dis que je l'ai pensé à Kalula parce que, si vous ne le savez pas, notre cher président est également docteur et spécialiste en santé publique. Donc, ça a été plutôt pratique ces derniers mois, je vous avoue, avoir quelqu'un comme ça sur le CA du salon. Et ce livre-là, comme en témoigne le café que j'ai laissé échapper dessus, est un livre auquel je reviens très souvent et auquel je suis revenue beaucoup depuis le début de la pandémie. Bientôt, ça va faire 1 an hein, qu'on est dans cette situation-ci. Ça dure. Pas sur une pandémie, là, mais Vanessa Yundi, dans le fond, elle est poète et elle est psychiatre. Et elle fait état de sa vision du soin, de comment soigner et comment ça doit se rapprocher de l'acte d'aimer que de soigner dans ce livre-là qui est paru chez Mémoire d'Ancré en 2016. Je dis qu'il est encore super actuel parce que je pense que c'est une question qu'on s'est posée toute l'année. Elle nous aide à voir un peu à quoi ça pourrait ressembler si on mettait l'amour au cœur de nos soins dans la société, puis dans nos pratiques interpersonnelles aussi. Elle le fait en s'appuyant sur des cas, dans le fond, qu'elle a soignés durant son parcours d'étudiante puis de praticienne, en changeant les noms, en gardant la discrétion, là, bien sûr, mais quand même appuyé sur donc, les cas réels et le récit qu'elle fait de sa vie en filigrane de ça. Je pense que c'est vraiment inspirant. Il y a comme plein de pépites de phrases et de questions, surtout. Je pense pas qu'elle apporte de réponses parfaites, mais de questions qu'elle lance qu'on devrait se poser puis qu'on devrait continuer à se poser dans les prochains mois, dans le après qui se dessine tranquillement. Donc voilà, Kalula, la prochaine fois qu'on aura la chance d'avoir une rencontre de CA ailleurs que sur Zoom, je te l'apporterai. Merci, ça serait avec plaisir. C'est vrai que les temps sont tellement durs, mais la santé publique n'a jamais été aussi publique. Vous savez, pendant des années, on a essayé de faire comprendre aux gens ce qu'était la santé publique. Les chirurgiens, tout le monde connaît. Le gynécologue, tout le monde connaît. Et quand on arrive à la santé publique, la question a toujours été assez ambiguë. Et je me rappelle à notre CA de l'Association pour la santé publique du Québec, on devait, il y a 3-4 ans, faire la promotion de la santé durable, essayer de démontrer que la prévention était la santé durable. Eh bien, on a passé des heures avec les experts en communication pour juste définir qu'est-ce que c'était la santé publique. Aujourd'hui, eh ben, c'est tout le monde qui l'a fait. Et quand vous voyez l'intensité des débats chaque soir, vous vous posez parfois des questions en disant, mon Dieu. Mais ce qui est vrai, l'information, la gestion de l'information a démontré que c'est un des grands outils pour faciliter donc, la préservation de la santé. Et une année après, on pose toujours les mêmes questions. Les gens ont toujours les mêmes doutes. Finalement, la santé publique n'est pas aussi facile que ça. Mon 4e titre, on va repartir encore une fois chez un Afro-Canadien. Et Clara, tu te souviens, c'est toi qui m'as mis en contact avec Mensa au Salon du Livre de 2019. Et je pense que c'est un livre qu'il faut lire parce qu'il rentre dans cette dynamique que je me suis imposée de regarder les interactions des univers multiples. Mensa, qui est, avant d'arriver au Canada, était un docteur en littérature française de l'Université de Strasbourg. Arrivé au Canada, il est confronté à la réalité du système. Et là, son diplôme de docteur en littérature ne sert pas tellement. Et voilà un passage qui
qui va nous aider à saisir cette révolte. Cette fois-ci, c'est une révolte action. La personne se révolte dans l'action, alors que tout à l'heure, c'était une révolte consumée, silencieuse, mais révolte quand même. Le site officiel du département donne l'exemple d'un étudiant ayant un baccalauréat disciplinaire et explique qu'il ne lui restera que 60 crédits à obtenir pour finir le programme de baccalauréat en enseignement au secondaire, soit la moitié des crédits du programme. En me référant à cette description, et compte tenu de mon doctorat en littérature française et des années d'expérience en enseignement, je m'attendais à me voir reconnaître au moins ces 70 crédits. Vous imaginez donc ma déception en recevant la reconnaissance de mes acquis où seuls 35 crédits m'ont été reconnus. Je l'aurais aussi été à votre place, répond son interlocuteur. Et je suis désolé pour cette triste expérience, mais à mon avis, le site Internet du département est trop optimiste. Bien sûr, l'université a le pouvoir de vous soustraire à l'obligation de suivre des cours pour lesquels vous possédez déjà les connaissances, mais comme responsable de module, ma crainte est que le ministère de l'Éducation refuse de vous accorder le brevet d'enseignement si on vous reconnaissait jusqu'à 60 crédits. Excusez-moi. Je suis prêt à prendre le risque, ai-je déclaré, considérant que je n'avais rien à perdre, mais mes 25 crédits à gagner. Mes lunettes, là, je commence à parler, là. Excusez-moi. OK. Pas nous, car un rejet de votre demande de brevet par le ministère mettrait en cause la rigueur de notre processus de reconnaissance des acquis. Notre capacité de jugement en tant qu'université et notre réputation seraient compromises. Le problème, c'est que cela me condamne à suivre des cours que je suis à mesure d'enseigner, des cours de grammaire et de littérature francophone donnés par des enseignants qui ne détiennent qu'une maîtrise et qui pourraient être mes étudiants. Sincèrement, c'est absurde. Je comprends. J'en doute. Ai-je cru bon de rétorquer? Vous savez, j'ai été admis à l'Université d'Ottawa. J'aurais pu y passer mon baccalauréat en enseignement en 9 mois et travailler en Ontario. Mais j'ai choisi de le faire en 2 ans ici, car peu importe si je sacrifie un an de ma vie, je veux, à mon échelle et à ma qualité d'enseignant de français, participer à la francophonie dans la province. Malheureusement, avec cette décision sur la reconnaissance de mes acquis, j'ai l'impression de payer cher mon choix, car au lieu de 9 mois en Ontario, je vais devoir faire 3 ans au Québec pour le même diplôme. Et le débat continue. Et le débat continue. Là, il y a cette impression d'être piégé. Vous voyez, on adhère à une cause. Et avant de faire ses valises, il s'est dit, je vais participer au grand combat de la francophonie. Je vais participer à défendre cette langue. Il traverse l'océan et le compteur est remis à 0. Et la frustration est pénible. Et ça, c'est le sentiment qui habite la plupart de ceux qui arrivent avec des diplômes valables en Occident. Et on s'est dit, le Canada est un pays aussi occidental, pourquoi pas. Ce sont les mêmes critères. Et il vit cette réalité. C'est plein d'émotions. L'auteur a décrit son parcours sans animosité. C'est vraiment très paisible. Il le fait de manière très paisible, juste pour que sa voix soit entendue, pour que le système puisse également être à l'écoute de ceux qui arrivent et qui arrivent surtout avec les qualifications qu'il faut. Très, très bon livre que je vous recommanderais pour comprendre également le collègue qui est avec vous à côté et parfois qui semble ne pas toujours tout saisir.
Voilà, Clara, pour mon quatrième titre. À toi. C'est super intéressant, hein? Je vois le temps avancer, mais on pourrait en parler encore longtemps. Euh, Tu avais rencontré Mensa à Mezzo parce que tu avais animé l'entretien au SLO 2019 Oui. avec Mensa autour de ce livre-là. Moi, le SLO 2019, c'était ma première année avec l'équipe du Salon du livre de l'Outaouais et j'ai fait la rencontre d'un auteur afro-canadien dont je parle à tout le monde depuis. Ça a été un grand coup de cœur. C'était un des invités d'honneur cette année-là. Donc, c'était Edem Aoumé Oui, bien sûr. qui, comme Hemsa, habite à Gatineau aussi. Donc, on vous présente une belle petite gang d'auteurs de l'Outaouais. Mina parmi les ombres, donc, de Edem Aoumé, c'est son plus récent, qui est sorti en 2018. Edem a écrit plusieurs livres, donc on peut retourner plus loin en arrière dans sa carrière pour trouver d'excellents titres aussi. Mina parmi les ombres, ça raconte l'histoire, c'est un roman, ça raconte l'histoire un peu comme son titre le dit, Mina qui est parmi les ombres, qui est disparue, qui est partie. Donc on suit un peu l'alter ego de l'auteur, Kerim Netto, qui est un photographe qui habite maintenant à Montréal, qui retourne dans son pays natal, dans sa ville natale, pour retrouver la trace ou espérer retrouver la trace de Mina, qui ne donne plus signe de vie. Donc, ils ont l'habitude de s'envoyer de longs courriels, Puis, après un mois de silence, ils commencent à s'inquiéter. Donc, ils retournent, c'est ça, de l'autre côté de l'Atlantique. La ville n'est pas nommée, le pays n'est pas nommé. Ça ressemble quand même étrangement à Lomé, la capitale du Togo, d'où vient Edem Aoumé, d'où il est originaire lui-même, mais c'est pas nommé, on ne sait pas. Donc, c'est l'histoire de Kerim qui part à la recherche de Mina. Est-ce qu'il la trouve? Je vous laisse lire le livre pour le découvrir quand même. Mais c'est aussi l'histoire, donc en toile de fond de ça, il y a l'histoire de la montée de l'intégrisme, de tous les intégrismes en Afrique à ce moment-là. Donc, c'est le récit plus personnel de Kerim, sa quête est mis en tension avec ses rencontres avec des anciens amis qui sont devenus tant de choses qu'il n'aurait jamais pensé. Donc, c'est pas un polar, là, c'est pas comme une quête où on a des fusils, puis je sais pas, là, des péripéties sans fin, mais c'est quand même motivé par une trame narrative très forte. Donc voilà, mon souvenir aussi du SLO 2019, c'est La chanceuse. l'immense dédicace que j'avais eu la chance d'avoir de Edem. Malheureusement, cette année, ben, il n'y aura pas de dédicace, mais plein d'autres activités et plein d'autres manières de parler avec les auteurs. Donc, Oui. Kalula, à toi, vite, il faut qu'on parle de nos deux derniers livres. Merci, on va y arriver, Clara. Ici, je dois souligner le travail fantastique que tu es en train de faire pour la programmation du Salon du Livre dans un contexte. C'est très difficile, mais la brochette de ta programmation est tellement bien faite que je suis certain que les gens vont être là pour nous suivre. Oui, et Edem, je l'avais encore une fois connu sur ton plateau au cours de ta programmation au Salon du Livre de 2019. Et je serai avec lui le 11 février. Donc, un rendez-vous organisé par Musée canadien de l'histoire où je vais écouter Edem et Blaise Ndala en même temps nous faire le voyage dans le temps. Donc, c'est toujours avec un plaisir de voir ces auteurs partager avec nous leurs écrits. Le dernier livre que je vous propose, c'est un livre qui est sorti il y a quelques années et c'est une brique, mais que je ne me lasse jamais de lire ou de relire. La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Ce livre est très intéressant parce que ce sont les bonnes des familles blanches américaines qui s'expriment. Et ils s'expriment dans une Amérique tendue, raciste, et nous sommes dans le sud, à Jacksonville, à Mississippi. Et cette jeune blanche qui
revenant de l'internat, de la pension, ne retrouve pas sa bonne qu'elle aimait très bien. Et les parents ne lui disent pas pourquoi, mais finalement, elle finit par apprendre qu'elle a été renvoyée. Et là, elle va à la quête de cette information pour savoir pourquoi cette bonne qui l'aimait, avec laquelle elle était très en amour, a été renvoyée. Et là, on va déballer. Et les bonnes vont se délier la langue et elles vont raconter. Et elles vont raconter les histoires sur leur maîtresse blanche. Ah, c'est croustillant. Finalement, l'histoire va se connaître, on va reconnaître la ville, même si ça avait été écrit en anonymat, mais on va quand même se reconnaître là-dedans. Alors, vous pouvez imaginer le déferlement qu'il va avoir sur les bonnes, parce que les maîtresses étant au courant, alors elles vont se faire, toutes les bonnes noires vont se faire virer une après l'autre. Un drame psychologique très, très bien écrit. L'auteur nous amène encore une fois dans un défi où il faut toujours avoir beaucoup d'empathie, de savoir un peu que pense l'autre avec qui on est en interaction. Et vous savez, ces bonnes, ils élèvent ces bébés jusqu'à leur âge adulte, qui se retrouvent leur patron, et puis après, ils adoptent les attitudes de maître sans aucune considération. Ils ne rentrent pas dans le cœur de ceux qui travaillent avec, ceux qui les donnent beaucoup d'amour. Et beaucoup de bonnes, d'ailleurs, connaissent mieux les enfants que leur mère, que leurs parents, hein, parce que c'est elles qui sont avec eux. Très, très beau roman, plein de rebonds, un bon suspense, de moments agréables. C'est bien écrit, c'est très, très bien écrit. Pour ceux qui ne l'ont jamais lu, en tout cas, La couleur des sentiments va vous permettre de rentrer un peu, saisir l'Amérique et de comprendre aussi la crise qui se passe aujourd'hui en Amérique, c'est-à-dire cette Amérique déchirée aujourd'hui que nous sommes en train de voir en train d'imploser, hein, parce qu'il y a des débats qui n'ont jamais été abordés avec sérénité. Hein, donc, être à l'écoute de l'autre et essayer d'avoir cette empathie et de bâtir ensemble, je crois que c'est le grand cri que la couleur des sentiments essaie de lancer. Voilà mon dernier titre, Clara. À toi. Merci, Kalula. On continue à se faire écho, en fait, parce que dans un autre registre, je vous propose une lecture qui passe aussi au crible l'Amérique et les tensions raciales qui la sous-tendent, mais cette fois-ci, surtout les tensions, disons, les tensions entre le Québec et les différents peuples autochtones qui partagent le territoire. Donc, je vous propose de lire L'œil du maître d'Ali Giroux. D'Ali Giroux, qui est enseignante à l'Université d'Ottawa, professeure de théorie politique et de théorie féministe, qui propose avec L'œil du maître 7 essais. Donc, contrairement à la grosse brique que Kalula vient de vous suggérer, c'est assez court et vous pourriez choisir de lire un seul essai. Ils se tiennent seuls. C'est sûr qu'ensemble, ils construisent l'argument de manière plus forte aussi, plus fort. Donc, en tout cas, je suis plus capable d'accorder mes adjectifs. Je vous propose L'œil du maître d'Ali Giroux parce que ça met à mal l'idée du maître chez nous sur lequel est bâti, se sont bâties les luttes souverainistes québécoises d'une manière tout à fait originale, intéressante, souvent drôle. Donc, c'est une prof d'université, mais c'est fouillé comme écriture, mais c'est pas écrit dans un style classique. Elle se décrit elle-même comme quelqu'un qui renouvelle la tradition pamphlétaire québécoise. Donc, c'est quelqu'un qui cherche à dénoncer et qui a pas peur d'écrire non plus à partir de où elle, en fait, de nous dire elle se situe où. Elle écrit à partir de cette position-là, puis c'est à partir de cette position-là qu'elle dénonce et surtout qu'elle appelle à réfléchir à des nouvelles formes de solidarité. Donc, j'ai l'impression, avec nos suggestions de lecture d'aujourd'hui, que Kalula et moi, et le Salon du livre de l'Outaouais, on a vraiment envie de vous inviter à réfléchir à tous ces enjeux-là pour un meilleur vivre ensemble et
qu'on a fondamentalement l'impression que les mots, les livres, les récits, la poésie, les nouvelles, les essais, nous permettent ensemble de commencer à faire ce travail-là, de continuer à faire ce travail-là. Donc, Kalula, petit mot de la fin? Merci, Clara, tu l'as tellement si bien dit. Je crois qu'il nous appartient tous ensemble, non seulement de bâtir le vivre ensemble, mais c'est surtout de célébrer l'humanité. Voilà. Merci. Merci. Suivez-nous sur le site du Salon du Livre de l'Outaouais et sur notre page Facebook du 25 au 28 février prochain. Merci. Ciao. Ciao.